Sunday Night Production. Imaginez un instant une rencontre entre l'un des meilleurs marathoniens français et une légende de l'ultra-trail. Eh bien, cette rencontre entre Duncan Périlla et Ludovic Pommeret, nous l'avons organisée quelques jours seulement avant le départ de Duncan pour son tout premier UTMB. Et ces deux-là ont discuté de tout, de la transition de la route vers le trail, des stratégies pour gérer le dénivelé positif-négatif, ainsi que des tactiques de course que seul Ludo connaît à la perfection. Un échange sans tabou ni filtre entre deux passionnés de course à pied que je vous laisse savourer sans plus attendre. Bonne écoute! L'UTMB vient de célébrer son 20e anniversaire. Chaque vendredi du 8 au 29 septembre, nous vous ouvrons les portes de l'ultra-distance. Plongez au cœur de la préparation des athlètes de légende et découvrez les secrets derrière leurs exploits hors normes. Ce programme vous est proposé par Oka, partenaire principal de l'UTMB. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans notre nouvelle capsule UTMB enregistrée à Chamonix depuis ce magnifique chalet Oka très confortable, il faut le dire. Tout au long du mois de septembre, chaque vendredi, nous plongeons dans l'univers de l'Ultra Trail pour vous faire découvrir les coulisses de cette discipline, les stratégies de préparation ou encore les histoires derrière les athlètes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pas un, mais deux champions. Ils peuvent sembler différents au premier abord, mais vous allez voir que beaucoup de points communs les unissent. Le premier est une icône du monde de l'ultra avec ses victoires à l'UTMB, à la TDS ou encore au Grand Raid de la Réunion. Je parle bien sûr de Ludovic Pommeret. Ludo, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Eh ben, bonjour à tous, tout va bien. Et mon deuxième invité est un coureur capable de décrocher le titre de champion de France de marathon en 2022 et de participer à l'UTMB en 2023 après une victoire à l'Ultra du Saint-Jacques en juin dernier. Autant vous dire que Duncan Périlla est un garçon plein de surprises. Salut Duncan, comment est-ce que tu vas toi aussi ? Hello tout le monde, ça va, ça peut que aller bien une semaine, 3 jours avant une course importante. Bon, j'ai même un petit cadeau pour toi parce qu'on a fait une erreur en orthographiant ton prénom et donc de la part de toute l'équipe de Sunday Night Production, on t'offre un petit peu de chocolat à consommer après bien sûr la course. Alors messieurs, je vous propose qu'on débute notre échange. T'as pas fait d'erreur sur mon prénom ? Non, désolé. Tu veux du chocolat aussi ? Bon, attends, on va arranger ça, t'inquiète pas. Tu auras ton chocolat aussi, Ludo, promis. On va commencer notre échange. Allez, on va faire honneur à l'étoile montante du trail, si on peut l'appeler ainsi. Duncan, toi, tu es passé de champion de France du marathon à vainqueur d'un ultra. Est-ce que tu peux nous éclairer sur les motivations de cette transition ? Parce que qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur trail alors que tu avais encore sûrement plein de choses à dire sur marathon ? Comment tu expliques un peu cette envie de nouvelles choses ? Alors moi j'adore la montagne. Je viens de Grenoble, donc ça m'arrive quand même de courir un peu en montagne. Et finalement j'aime beaucoup aussi les crosses. J'aime bien en fait les terrains un peu variés, un peu vallonnés, je trouve ça finalement assez ludique. Et donc cette année sur marathon, en début de saison, j'ai essayé d'aller chercher un peu les minima pour les Jeux Olympiques et j'ai pas réussi. Du coup j'avais envie de faire un peu quelque chose de nouveau sur la deuxième partie de saison. En général le format classique c'est de quelqu'un qui fait justement de la route, c'est de faire du coup la route l'hiver entre septembre et mars-avril, et après la deuxième partie de saison c'est plus d'aller sur la piste, de faire du 5000, 10 000, de travailler un peu plus sa vitesse. En passant par les crosses l'hiver. En passant exactement par les crosses pour ceux, pas forcément pour tous, mais ouais effectivement les crosses c'est un peu là où la course à pied a commencé presque. Mais voilà, l'envie de faire quelque chose de nouveau, donc essayer de bifurquer sur trail, et je me suis dit tant qu'à découvrir une nouvelle expérience, autant y aller jusqu'au bout, et voilà, et du coup est venu l'ultra trail en fait. Donc en bon grenoblois, tu aimes les paysages montagneux, tu t'exprimais bien aussi sur trail, et donc tu t'es dit pourquoi pas essayer. Est-ce que tu as retrouvé d'ailleurs des similitudes peut-être entre le cross long et le trail, où tu penses quand même que c'est assez différent ? Oui, des similitudes, oui, un peu dans la gestion justement un peu de l'effort, le côté un peu à essayer de lisser au maximum l'effort, profiter un peu de la fin des descentes pour relancer sur le début des montées, pour se servir un peu de cette énergie pour gagner un peu de temps à certains endroits, le côté un peu technique où finalement ça glisse, ou pas avoir peur aussi en descente, aller assez vite parce que finalement on peut gagner un peu de temps en descente aussi sans dépenser trop d'énergie. On en parlera ça tout à l'heure, on va parler un peu de ça.
Et bah justement ce côté un peu finalement qui est pas que des qualités physiologiques mais aussi des qualités un peu techniques on va dire, bah ça me plaît parce que je trouve ça justement très ludique. Alors, cette transition elle semble être faite avec, en tout cas pour l'instant, avec pas mal de succès au vu de ta victoire en juin dernier. Néanmoins, c'est quand même, voilà, c'est pas forcément la norme parce qu'il y a déjà beaucoup de coureurs sur route qui ont essayé, voilà, de faire une transition sur trail. Ça s'est plus ou moins bien passé. Tu fais plutôt partie de l'exception de la norme parce que voilà, ça semble être assez fluide pour toi. Est-ce que tu as opéré des changements justement dans cette préparation? Qu'est-ce que tu as dû ajuster en termes de prépa marathon et prépa ultra? Est-ce que ça a été des petits changements ou vraiment tu as tout repensé de A à Z de la manière dont tu t'entraînes? Ouais, alors avant Saint-Jacques, j'avais pas fait de changement parce qu'en fait j'avais pas eu le temps. C'était vraiment après le marathon de Rotterdam. Voilà, c'était quelques semaines après. Ouais, après au talent justement, comme je disais, moi j'aime bien un peu m'entraîner dans les chemins. Et d'ailleurs, je pense même au fond, enfin, je suis persuadé que je suis meilleur sur cross que sur route. Donc c'est pour ça aussi que ça passe peut-être bien sur trail parce que je sais, je fonctionne plutôt pas mal avec les cuisses, je suis peut-être assez puissant finalement et sur trail ça passe pas trop mal. J'en ai presque oublié la question. Si tu as adapté ta préparation en termes de oui, donc voilà, donc avant Saint-Jacques non, j'ai pas vraiment eu le temps et après effectivement là on est parti en stage 3 semaines à Val Thorens, donc justement j'ai pu un peu suivre le expérimenté Ludo. mais ouais, du coup j'ai pu m'entraîner en fait, faire des sorties de 4, 5, 6 heures, 7 heures, ce que je faisais jamais avant et du coup faire un effort justement beaucoup moins intense mais arriver à tenir finalement sur la durée sans créer trop de fatigue et ça c'est vraiment un truc que je pense qui va me servir pour l'UTMB parce que justement à Saint-Jacques je suis parti finalement un peu lentement avec le groupe quand même de devant. Au bout du 20e kill, j'ai accéléré, mais j'ai beaucoup accéléré. Après, au 60e, j'ai complètement explosé. Après, j'ai relancé au 80. Enfin, il y a des choses à améliorer, alors c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Je pense au niveau surtout de lisser l'effort. Je pense que c'est le plus important pour optimiser un peu, surtout sur 170 km, c'est plus de 20 heures d'effort. Je pense que ça va être hyper important. Bon, on va revenir tout à l'heure justement sur un peu ta prépa, les spécificités du trail par rapport à la route. Mais Ludo, maintenant, je me tourne vers toi. Alors c'est vrai que voilà, toi tu es un vieux routier, on va dire entre guillemets de l'ultra, tu as pas mal d'années d'expérience, tu es aussi une référence quand même sur ce secteur. Pourtant on le sait, l'ultra c'est une discipline qui sollicite énormément le corps mais aussi l'esprit et malheureusement durer à haut niveau dans ce sport c'est pas forcément garanti pour tout le monde, tant il faut s'impliquer émotionnellement, physiquement dans cette discipline là. Comment toi, est-ce que tu expliques ta longévité et surtout ta performance? Parce que c'est bien de durer, mais toi, tu dures et t'es performant encore. Quel est ton secret? Ouais, je sais pas, on me pose souvent la question, alors j'en ai pas. À moins que ce soit la nutrition, tu vois. Je ouais, lutte depuis tout à l'heure. C'est vrai que t'as amené maintenant. Cache-le, hein. Tu vas partir avec. C'est vrai. Hein. Non, mais ouais, l'ultra, ça fait pas si longtemps que ça que j'en fais. Enfin, ça commence à faire un petit peu maintenant, mais ouais, non. Je n'ai pas d'explication. Après, je pense qu'il y a quand même aussi une partie qui est liée à la façon dont je m'entraîne, une partie qui est liée à la génétique. On va pas l'enlever. Et puis de toute façon, encore l'envie de courir. Je pense que c'est la première chose, c'est toujours avoir envie de courir. Bon, pour l'instant, c'est encore là. Et voilà. J'ai pas la jeunesse de Duncan, mais. T'as quand même, au niveau de la récupération, j'imagine quand même que c'est des choses auxquelles tu es vigilant. Et au niveau aussi peut-être du choix de tes courses, est-ce que tu écoutes tes envies ou tu t'essayes quand même de te préserver à pas courir un peu à droite à gauche? Parce que c'est vrai qu'il y a eu un peu un changement de mentalité. On est passé il faut courir 1 ou 2 ultras par an. Et on voit aujourd'hui que les mentalités ont quand même un petit peu changé et les coureurs courent de plus en plus. Toi, c'est quoi ta perception par rapport à ça? Est-ce qu'il faut se préserver ou suivre finalement ses envies? Moi, c'est un petit peu le contraire. Je courais beaucoup. En fait, vraiment, dans les années avant, vraiment, je rencontre mon coach. Je courais pratiquement toutes les 2 semaines. Alors pas que des ultras, mais des courses 50, entre 40 50 km. Quoi. Et donc, ce qui a changé quand j'ai rencontré mon coach, c'est vraiment de se préparer pour un objectif spécifique. Donc, voilà, c'est la grande. Donc, ça, Duncan, ça, tu l'as. Préparation pour un objectif. Donc moi ça a changé. Après je vais pas faire 10 ultras par année, non, c'est sûr. Il y en a qui le font. Maintenant moi je trouve que déjà mentalement en fait pour se remettre d'un ultra je trouve ça assez long. Avoir envie de retourner ne serait-ce que courir en fait ça me prend quand même au moins une semaine. Alors se remettre vraiment dans une course là
Là, je suis dans la chambre avec une fille qui va courir l'UTMB et qui pense courir le Tour une semaine après. Ouais. Ça me paraît complètement inconcevable. Déjà juste de Ouais, mais il y a des contre-exemples. On voit Ouais, qu'il non, faut, mais il il y en faut a plein reconnaître qui- quand même que, voilà, force est de constater que certaines personnes enchaînent les ultras. Alors en tout cas sur une période courte, parce que là on a quoi, voilà, mais en tout cas pendant 2-3 ans, on voit qu'il y a de la performance. On a vu là récemment avec Courtney de Walter, je sais pas si t'as remarqué, mais qui a enchaîné les courses et ça, si, et j'ai ça doit remarqué, fonctionner. ouais. Voilà, donc on va voir si ça va donner Je sur risque de l'UTMB, remarquer mais aussi sur l'UTMB. Donc voilà. Donc on voit quand même que ça peut marcher. Après, c'est vrai que sur le long terme, voilà, ça peut être autre chose. Tu parlais tout à l'heure de génétique, justement. Alors tu sais qu'il y a toujours un débat entre ce qui est acquis grâce à l'entraînement et l'expérience et ce qui est inné, un peu la génétique entre guillemets du champion. Et bon, bah, c'est deux visions qui s'opposent. C'est assez rare d'ailleurs d'entendre des athlètes dire j'ai peut-être une génétique, parce que souvent on aime bien, à tort ou à raison, un peu tout mettre sur le dos du travail, parce que c'est vrai que c'est peut-être plus valorisant et qu'on a un peu de déni par rapport à ça. Toi, est-ce que tu penses quand même que à la base, tu avais quand même quelques aptitudes physiques, ou au contraire, c'est vraiment l'entraînement qui t'a développé tout ça? non, je pense que de toute façon, ouais, je pense qu'on n'est pas tous égaux à la base en fait pour faire ce sport d'endurance en fait. Et je pense qu'il y a quand même des qualités physiques en fait qu'on a de naissance À et très haut après, niveau en tout cas. Voilà, oui, après tout le monde est capable de faire en fait l'ultra. Après tout dépend, voilà, le niveau de performance. Et donc non, je suis voilà, j'en suis convaincu qu'il y a une part quand même de génétique dedans. Donc je remercie mes parents pour ça. Mais voilà, après l'entraînement, tout le reste en fait fait un tout. Bien sûr, ouais. Voilà, On peut pas reposer que aller sur un ça. plus sur la performance. Ouais. Quelqu'un qui s'entraîne toujours très dur, voilà, sera toujours meilleur que quelqu'un génétiquement doué qui s'entraîne un peu moins. Ouais, j'espère en tout cas. Ouais, en tout cas, je pense que quand même l'entraînement compte plus finalement peut-être que la génétique. Bah, si t'as les deux après. Oui, ouais, Voilà. bah, forcément. Ouais. Non, mais bon, après, tu as des personnes qui. Voilà. Après, peut-être que sur une courte période, ça peut le faire, mais je pense aussi. Il y en a pas mal qui ont des problèmes de genoux, etc. Enfin, en courant juste 2-3 années, voilà, quand ça fait une Ouais, il y a vingtaine ça d'années aussi, qu'on hein. court, Mm. bah, il y a quand même. Enfin, je vois récemment, j'ai passé une écho pour regarder en fait. Voilà, toutes les structures. Et Thibaut, c'était Thibaut Guérivet qui m'avait fait ça. Il m'a dit ouais, t'as quand même des articulations de quelqu'un, enfin pour ton âge, de quelqu'un voilà qui. Ouais, mais ça, c'est on comme dirait les pas qu'il- coiffeurs, C'est un ils- course à pied. Comme les coiffeurs, Mais- ils te disent toujours que t'as des jolis cheveux, tu vois, c'est pour flatter le client, ça, c'est... Ouais, bon. Non, je plaisante. Non, il est aussi concurrent. Ouais, Attention. ouais, ouais, non, mais c'est vrai qu'on pense souvent génétique pour la performance, mais c'est très juste. Il faut aussi penser génétique sur la capacité à pas se blesser ou à récupérer très très vite de ses blessures. Et on voit que des fois, la même blessure, il y a des athlètes qui vont mettre beaucoup plus de temps que d'autres. Et ça, c'est vrai que ça, voilà, c'est aussi la clé. Duncan, je disais en introduction, cette année, tu as remporté l'Ultra du Saint-Jacques. Maintenant, tu t'attaques à un monument de l'Ultra Trail, c'est l'UTMB. C'est l'UTMB, Duncan. Tu sais. Voilà, c'est quand même c'est la mecque de l'Ultra. Comment tu abordes justement cette échéance? Est-ce que tu as des attentes, des objectifs particuliers pour cette épreuve? Ouais, bah, j'ai presque envie de dire que c'est le problème. C'est que vu que c'est quand même une course justement qui fait d'au moins 20 heures, on va dire, l'objectif devrait être juste déjà de vouloir aller au bout. Et je pense que au final, même en fait beaucoup. Déjà moi je suis assez ambitieux de base, et puis en plus autour de moi les gens un peu me mettent un peu la pression à me dire il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, alors qu'en vrai déjà de base je devrais partir un peu du principe l'important c'est d'aller au bout. Alors forcément l'objectif c'est pas d'aller au bout en 40 heures, parce que je sais que je suis censé pouvoir faire mieux, mais je pense un peu trop finalement presque à la performance, alors que comme Ludo me l'a dit, il y a beaucoup d'athlètes finalement qui abandonnent, surtout sur leur premier, deuxième, troisième même, que finalement il y a un tiers presque des participants je crois qui n'arrivent pas au bout. Donc l'objectif numéro 1 ça devrait être en fait de me dire juste gère bien ton effort, l'important c'est d'aller au bout, plutôt que de trop penser ou trop regarder à ce que vont faire les autres ou même au chrono. Donc y aller avec beaucoup d'humilité, parce que c'est vrai que t'as pas tes repères, et on veut souvent un peu dupliquer ce qu'on sait faire sur route, sur cross, sur l'ultra, et c'est pour ça que je pense que 90% des coureurs sur route, plus ou moins haut niveau, mais voilà, se cassent un peu les dents sur cette discipline-là, parce que l'expérience, et on le voit aussi, c'est quand même quelque chose qui est là, la gestion, de bien mesurer ses efforts, c'est quand même très important. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure un petit peu de l'expérience du course. Toi, Ludo, justement, tu es un habitué du Tour du Mont Blanc. Tu as remporté d'ailleurs cette épreuve en 2016. Et c'est vrai que l'UTMB a la réputation d'être une course où
il faut quand même être en mesure d'exprimer ses qualités de vitesse, ça va plaire à Duncan, mais il y a de la technique aussi quand même, il ne faut pas l'oublier, on a 10 000 mètres de dénivelé positif, et puis il y a un autre élément aussi, c'est la résistance à la pression médiatique, parce que sur cette course-là, c'est une course de rentrée, toutes les marques sont présentes, il y a beaucoup de sollicitations, il y a énormément de gens dans les rues, et tout ça c'est de la pression médiatique, et pas tous les coureurs arrivent à gérer ça, donc voilà, l'UTMB c'est un vrai challenge. Toi, selon toi, quelles sont les qualités physiques, mentales nécessaires pour vraiment briller sur l'UTMB? Ouais, c'est déjà faire abstraction de tout ça. Ça en fait partie aussi. On est juste à 2 jours, 3 jours de l'UTMB. Donc c'est faire abstraction de ça ou alors en faire une force. Hein. Ça peut te motiver, ça peut t'occuper, nous disait tout à l'heure Duncan. Donc ça pour la partie mentale. Après, la vitesse, est-ce que tu penses quand même que, parce qu'on l'a vu l'année dernière sur des parcelles où ça allait très très vite, 17-18 km/h, on se souvient de Pao Capel qui était parti à une vitesse assez folle. Kylian qui l'avait suivi, il a été victime de sa propre attaque. 17-18 km/h, ça lui fait pas peur à Duncan et il trouve ça un peu du footing quoi. Donc non, mais c'est sûr qu'il y a ça va vite. Là, les records tombent et cette année ça va très vite. Il y a des parties qui sont très rapides et c'est vrai, il y a aussi la densité en fait. Donc tu parles du parcours, de la pression médiatique, mais il y a aussi la densité des coureurs qu'on retrouve pas trop, je crois, sur d'autres courses quoi. Enfin, là on dans l'ultra, à mon avis, c'est la course où il y a la plus grosse densité. On le voit encore cette année sur le plateau du TMB. 50 coureurs, il me semble, qui ont un indice TMB à plus de 130. Donc cette année, ça va être, il y aura des clients en tout cas. Ça va être facile, t'inquiète. Tu ne seras pas tout seul au moins. Voilà. Là, Ludo, il le dit pas parce qu'il, c'est un garçon un peu, il est un garçon modeste, mais tu t'es essayé aussi sur marathon, toi. On t'a vu au marathon d'Annecy, je crois, où tu as quand même réalisé une performance assez stratosphérique. Ouais, je suis quand même à 20 minutes de Duncan. Donc. Oui, après, c'est pas ta spécialité, vous n'avez pas le même âge. T'étais aussi, le marathon d'Annecy, c'est pas le marathon de Valence. Et puis, tu avais aussi faut remettre évidemment en contexte ce que tu as fait par rapport au profil de la course, à ce que tu étais venu chercher, ta préparation. C'est quand même, je crois que tu as fait 2,30. 2,31,50. 2,31,50, c'est quand même monstrueux. Donc dans le contexte de la course, c'est quand même top. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus maintenant de trailers. Il y avait aussi Mathieu Blanchard qui s'était allé sur le marathon de Paris. Toi, t'hésites pas justement, tu penses que c'est dans la prépa, faut bien le positionner, faut pas non plus faire n'importe quoi, il faut y aller. C'est pas l'objectif central évidemment, mais tu penses que c'est des choses qui peuvent être intéressantes en complément de prépa? Oui, surtout là, le type de prépa, c'est pareil, j'ai fait un petit peu le même type de prépa sur le printemps pour la Western 7, donc une course quand même qui est plus roulante, donc forcément on adapte un petit peu l'entraînement à la course où on va s'aligner. Donc ça rentrait, ce marathon, ça rentrait dans la préparation de la Western de l'année dernière, et c'était aussi aller... donc le but c'était de faire le lièvre, c'était pas de faire le marathon en fait, c'était de faire le lièvre de mon beau-frère quoi, donc voilà. 2,30, ça rassure quand même, je pense, quand on sait qu'on est capable de faire 2,31 à Annecy sur le marathon, on prend de la confiance, j'imagine, quand même. Ouais, c'est rassurant. Enfin, surtout que j'étais pas parti pour ça. Je pensais déjà pas tenir le semi. Enfin, je m'étais dit peut-être que je peux tenir le semi. Bon, j'ai un peu craqué sur la fin de marathon. Et juste le seul regret, je me dis j'aurais peut-être pu passer sous les 2h30, qui était une barre, qui est une barre symbolique, mais. Voilà. Moi, je pense que sur un autre parcours, ça l'aurait fait certainement. Alors. Duncan, c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, certains coureurs qui viennent de la route, peut-être par inexpérience, ont pas mal de difficultés sur les parties techniques. Ils démarrent souvent rapidement, ou ils laissent peut-être trop d'énergie aussi sur les montées. Ça, c'est quelque chose, c'est un écueil qu'on voit souvent avec les coureurs sur route qui veulent systématiquement un peu attaquer sur les montées. Et puis ils ont du mal à marcher, quoi. Voilà, quelquefois, il faut savoir le faire. Bon, c'est vrai que tu nous as dit que sur l'Ultra du Saint-Jacques, tu as eu quelques difficultés de gestion, mais tu sembles quand même pas tomber tout à fait dans ces écueils. Et est-ce que cette année, justement, tu t'as un peu mesuré les pièges sur lesquels il faut que tu sois vigilant? Est-ce que tu t'es inspiré un peu peut-être d'autres d'ultra-trailers? Dans quel état d'esprit tu es par rapport à ça? La gestion de course. Ouais, en termes de gestion, forcément, il y a quelques erreurs que j'ai commises au Saint-Jacques que je vais essayer de moins commettre, on va dire. Comme c'est lesquelles, je sais pas, par exemple, sur la fin, en fait, le dernier ravitaillement assisté, je me suis vraiment précipité en me disant c'est bon, il reste plus que 15 km, c'est rien. J'ai voulu prendre 15 gels en me disant c'est pas grave, limite j'économise en termes de poids sur moi, je prends un seul gel. Et au final, j'ai fait une hypo, 5 km plus loin.
loin, il me manquait un peu d'énergie et le dernier ravitaillement qui était du coup non assisté à 6 km de l'arrivée, je me suis arrêté, j'ai mangé tout ce que je pouvais et j'ai perdu 3 fois plus de temps à ce moment-là que si je m'étais juste arrêté 10 secondes de plus et si j'avais pris 2 gels de plus quoi, au final. Et justement, la nutrition, comment tu l'as gérée là? Parce que la nutrition, c'est quand même très très spécifique sur Ultra. Est-ce que tu t'es fait conseiller? Est-ce que tu appréhendes un peu cette partie-là? Comment est-ce que tu gères ça? Ouais, je me suis fait conseiller. Ouais, j'avais appelé Thibaut Garivier justement. Il est partout, Thibaut. Hein. Ouais, pour justement, ouais, pour savoir. C'était lui qui m'avait dit, si tu peux manger, mange. Donc si tu es capable, il m'a dit dans tous les cas, tu mangeras jamais trop. Tu pourras ne pas manger assez, mais tu mangeras jamais trop. Et voilà, et on m'a dit que de prendre au moins un gel toutes les 30 minutes. Tu restes au gel quand même, hein. Ça c'est le truc du marathonien. En fait, le truc c'est que je voulais manger du solide vers le 70-80 km. Saucisson sur trail, hein. Tu sais, faut te mettre à la page. Ouais. Hein. Mais avec un peu de comté. Ouais, franchement, pour la course, j'étais incapable de manger du comté ou n'importe. Justement, j'avais au 80e, j'avais prévu un sandwich avec de la viande de bison, là, je sais pas quoi, un truc. On m'a dit c'est bien, il y a pas mal de protéines. Ça va être salé, enfin bref, mais j'étais incapable de le manger. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je continue avec les gels. Et justement, Thibaut m'avait donné comme anecdote, il m'avait dit, de toute façon, si t'arrives pas à manger du solide, c'est pas grave, parce qu'il y a Ludo qui est capable de faire tout un ultra en prenant que des gels. Et je me souviens, j'avais pensé à ça à ce moment-là, en me disant, bon, c'est pas grave, continue avec les gels, tu peux aller au bout comme ça. C'est vrai que ça, c'est rare. Toi, tu prends que des gels du coup sur Ultra. Pas de saucisson alors? Ouais, si, ça m'arrive sur les ravitaux. Si j'ai l'envie, en fait. Donc, c'est l'envie ce qu'il y a sur les ravitaux. Mais par contre, avec moi, j'ai pratiquement que des gels. Début de course, un peu pâte de fruits. Voilà. Mais après, moi, de toute façon, même si c'est un rythme qui est plus lent, j'arrive pas à manger une barre sur un ultra. Enfin, j'arrive pas à la mâcher, à l'avaler. Donc, non, le gel, ça passe bien. Ouais. Ouais, c'est d'où l'importance de bien se connaître. Il y avait autre chose en dehors de la nutrition Ouais, justement, la gestion d'effort encore un peu moins m'emballer. Après, je pense que là, ce sera un peu différent aussi parce que forcément, en fait, le truc, c'est qu'aussi, on vante un peu mon ultra. Le truc, c'est que le niveau qu'il y avait sur Saint-Jacques, j'ai conscience que c'est pas du tout le même qu'il va y avoir là vendredi. Donc je pense qu'au début aussi j'étais un peu frustré parce que je pense que l'allure dans tous les cas était un petit peu lente par rapport à celle que j'étais capable de tenir même sur 13 heures. Et du coup après quand j'ai voulu partir, au lieu de juste partir un petit peu plus vite, j'ai vraiment beaucoup relancé. Là dans tous les cas je sais que je partirai pas devant parce que apparemment ça part déjà très vite. Donc peut-être que vu que le début est assez plat, je me retrouverai peut-être bien placé parce que moi justement j'ai un peu comme objectif dans l'idée disons justement de faire le yo-yo, mais dans le sens où j'irai probablement plus vite qu'une bonne partie des gens sur les parties assez plates et peut-être un petit peu plus lentement justement sur les grosses montées, les grosses descentes. Mais voilà, je vais quand même partir un petit peu plus vite et l'idée, ça va être de justement pas mettre des à-coups, pas trop relancer, essayer de gérer au maximum mon effort, que ce soit montée, plat et descente. Oui, parce que c'est vrai que la capacité à relancer, on l'a vu l'année dernière avec la course de Kylian où on le sentait vraiment ou un peu au fond du trou et il a réussi à se remobiliser, la gestion de l'effort. Bon, ça, c'est vrai que c'est des aptitudes très propres des ultra-trailers, parce que peut-être un coureur sur route aura du mal. Parce qu'il y a quelque chose auquel on ne parle pas. C'est vrai que ta réussite, elle est assez impressionnante, tu as réussi à te qualifier. Je sais que tu es respecté aussi pour en avoir parlé par les ultra-trailers qui regardent quand même un peu avec sourire des fois les coureurs sur route. Mais ce qu'il faut être vraiment, ce qu'il faut expliquer, c'est que là on parle pas de très court, on parle d'ultra et que la transition elle est très très compliquée. Et ce que tu as réussi, c'est plutôt l'exception que la norme, parce que des fois on entend sur les réseaux, tu sais, les gens ils sont toujours persuadés que les meilleurs marathoniens, s'ils viendraient sur Ultra, par mes connaissances aussi, ils performeraient très facilement. Mais moi, je le constate, je le sais, et c'est très, 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 très différent parce que c'est un vrai enjeu. Et quelque chose auquel on ne parle pas, c'est aussi la gestion mentale. Parce que courir aussi longtemps de temps, rester mobilisé mentalement, c'est très différent que sur un marathon. Le mental que tu as sur le cours sur route, c'est un mental plutôt de résistance à la souffrance. Mais c'est pas un mental... C'est un mental d'usure, le trail. C'est quelque chose qui te ronge, sur lesquels, moi j'en ai vu plein, ils jetaient leur sac, ils en avaient marre et ils se sont barrés en râlant parce qu'ils n'en pouvaient plus, ils étaient usés mentalement, ça demande. Et ça, on n'en parle pas, mais le mental, il est très très différent entre la course sur route et l'ultra trail. Est-ce que tu as constaté aussi cette différence-là ? Ouais, c'est très juste ce que tu dis. Moi, j'ai trouvé justement à Saint-Jacques, moi, j'ai jamais vécu quelque chose, on va dire un passage un peu aussi difficile. Moi, j'ai eu un passage à vide justement de 2 heures. En fait, c'est très long.
Je dirais que dans l'ensemble de la course, en fait, il y a beaucoup d'heures pendant lesquelles en fait, c'est très facile. Parce que par contre, tu n'auras jamais sur un 10 000 où tu es quand même dans une intensité ou même au niveau un peu mental, tu es dans un stress qui est plus compliqué. Mais par contre, ça peut être difficile justement sur les derniers kilomètres ou peut-être un petit peu plus si tu as mal géré ton effort. Mais dans tous les cas, tu sais que tu iras au bout, au pire tu craqueras beaucoup. Là limite en fait tu te demandes limite si tu iras au bout, donc c'est vrai que c'est différent en fait. Mais franchement ouais, moi j'encourage même toute personne un peu qui fait du court à venir essayer des distances un peu plus longues, parce que justement même par rapport à ce que tu disais juste avant, il y a beaucoup de gens qui comparent en fait leur performance sur route avec celle des ultra-trailers en disant de moins en moins, parce que quand même, oui, mais c'est vrai que ça a été ça il y a quelques années, ouais, c'était courant. Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de coureurs sur route ou sur piste encore plus qui vont venir sur trail et finalement qui vont se casser les dents. On peut pas dire finalement j'ai fait tel temps sur route, ça veut dire que je devrais être aussi faire ça sur trail ou l'inversement. T'en as qui vont tirer leur épingle du jeu. Oui. T'as des athlètes, de toute façon il y a des athlètes qui sont bons partout et on le voit aussi, il y en a qui sont très bons sur marathon, sur cross, sur 10 000, 5 000. Donc il y en a évidemment qui vont, mais ça va être une infime partie, il faut être raisonnable, ça sera une infime partie. Donc à suivre. On va parler du dénivelé positif, la descente dans quelques instants, mais avant, moi j'aimerais m'arrêter quand même sur la gestion de course, parce que là on a quand même quelqu'un qui en a fait sa marque de fabrique. Ludo, tu as en effet tendance, toi, à partir prudemment et à revenir très fort dans les derniers kilomètres, telle une tortue qui rattrape les lièvres, justement. Lui, il en a mangé des coureurs sur route, je peux te dire qu'il adore ça, il les assaisonne comme il faut, tu vois, il les regarde et tout. J'espère qu'il ne me mangera pas trop quand même, tu vas vendredi. Non, je vais partir devant, c'est toi qui me mangeras. Tu vois, là, il va te préparer un petit assaisonnement, tu vas voir. J'ai hâte de voir ça. Est-ce que c'est une stratégie consciente ou naturelle de ta part? Est-ce que tu as peaufiné ça au fil du temps, cette gestion de course, cette aptitude justement à faire des comebacks fracassants? Comeback fracassant, non, en 2016 c'était pas voulu parce que j'étais malade en début de course, donc voilà, c'est la course qui a voulu ça. Maintenant c'est un peu plus facile à gérer aussi, disons que c'est une facilité aussi mentale d'être plus dans la facilité en début de course et de remonter des coureurs que l'inverse, de se faire passer. C'est toujours un peu moins évident à gérer, quoi. Ça te motive. Donc, en fait quand tu remontes sur la fin, vraiment que tu arrives à rattraper, tu arrives à te mobiliser justement comme ça. Pour toi c'est motivationnel en fait? Ouais, c'est une motivation, c'est de se fixer, quand il n'y a personne devant en fait, de se fixer un objectif, de se fixer une allure, c'est compliqué en fait, c'est beaucoup plus tu préfères difficile attaquer à que gérer. défendre? Ouais, je pense que c'est un petit peu plus facile, et puis ouais, c'est un peu plus facile à gérer la course comme ça, quoi. Maintenant c'est un peu moins de panache, c'est vrai qu'il y a des coureurs comme là j'ai fait Purser d'Aurélien sur la Hard Rock où il part en tête dès le premier mètre, début à la fin, impressionnant. Voilà, c'est dur, je pense que ouais, il faut, c'est très dur aussi, en début de course comme ça ou Pau qui a fait ça sur l'UTMB sur aussi, l'UTMB. Donc c'est une stratégie, il faut pouvoir l'assumer derrière sur 170 km. Il faut être bien en confiance, je pense aussi, ouais. quoi, donc. On va parler maintenant un petit peu du dénivelé positif. C'est vrai que toi, Ludo, t'es savoyard, donc t'es un habitué des montagnes. C'est vrai que d'un camp, toi, tu viens de Grenoble. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé plus particulièrement? Est-ce que toi, déjà, quand tu étais coureur sur route, c'est vrai que nous, les coureurs sur route, je dis nous, parce que moi j'ai un petit passif aussi sur la route, mais on cherche plutôt le plus plat possible. Est-ce que toi, tu as travaillé spécifiquement un peu cette partie-là de dénivelé positif? Comment tu l'as adapté pour ta transition sur trail? Alors de base, je pense qu'en montée, je suis pas trop mauvais, parce que la montée de la Bastique à Grenoble, qui est une montée assez un peu connue pour tous ceux qui connaissent bien Grenoble. Et puis j'ai l'habitude de faire des séances côte justement, et je pense que c'est là où je me débrouille pas trop mal en côte, contrairement par exemple à justement vraiment de la pure vitesse sur plat, où au final ici tout le monde me dit que je suis rapide, mais en fait je suis pas un athlète très rapide. Je pense pas être très économe justement sur du court, sur du 400, je suis pas si bon que ça. Mais effectivement, quand même, j'ai vu un peu à Val Thorens au début que j'avais un peu des lacunes quand même en montée, que musculairement ça pêchait pas mal. Donc j'ai fait beaucoup plus de montées. J'ai même, c'est la première fois que je me suis tordu la cheville assez violemment là-bas. J'ai dû m'entraîner aussi un peu sur tapis. Et c'est la première fois que je mettais du dénivelé sur un tapis. J'ai mis 10-15% de dénivelé sur un tapis, ça me faisait un peu bizarre. Mais du coup, voilà, je me suis pas mal entraîné en montée. J'ai même fait le kilomètre vertical des Submit Games là, à Val Thorens, qui était sympa, c'était assez difficile, c'était assez intense comme effort. Mais voilà, je me rendais compte qu'un peu mon point faible, c'est un peu justement c'est les grosses montées, les grosses descentes, on va dire. Alors, il y a un autre aspect qui est souvent d'ailleurs négligé, en tout cas par les trailers un peu moins expérimentés, c'est la descente.
Et ça, c'est pas Ludo qui te dira le contraire. C'est ce qu'on dit. C'est que souvent le trail, ça se gagne en montée, mais on peut tout perdre en descente. Toi, comment est-ce que tu gères ces parties-là? Parce que c'est vrai que quand on n'est pas habitué, on peut avoir peur de se blesser, de se faire mal. C'est un peu comme je sais pas si vous connaissez un peu le VTT de descente ou le ski de descente. On dit souvent que si on l'a pas fait quand on était gosse, finalement, parce qu'on a cette insouciance, c'est compliqué après de le faire plus tard parce qu'on a toujours peur de se faire mal et d'arriver sur le tard justement à gérer la descente. Quand tu vois les gaillards à la vitesse à laquelle ils descendent, on peut lisser des plumes. Toi, comment tu gères cette partie-là? Alors moi j'ai pas du tout peur parce que moi déjà moi j'ai fait du ski alpin, j'ai fait du saut à ski. Moi j'ai fait un peu des sports, j'aimais bien un peu le freestyle même en ski. T'es un peu les trucs foufou. qui font un peu ouais. Donc franchement les descentes en courant ça me fait pas peur du tout et même à vrai dire j'aime bien ça, j'aime bien le côté un peu justement technique. C'est vraiment ce qui m'attire même aussi dans le trail. Je trouve ça très ludique par rapport à ça. Et après, effectivement, vu que j'ai moins fait que certains des grosses descentes rapides, au niveau de l'excentrique, j'ai peut-être un petit peu de retard. Mais quand même, vu que j'ai l'habitude de faire des semaines à 200 km et que sur du plat, finalement, des semaines à 200 km ou quand tu as l'habitude d'aller à 18, 19, 20, 21 km/h, tu fais pas mal d'excentrique quand même. Donc finalement, en descente, tu vois, j'ai fini le trail de Saint-Jacques. Le lendemain, je courais normalement et le lendemain, j'ai recouru. Donc, au final, les descentes, ça me fait pas non plus si peur que ça. Après, c'est plus le fait que moi j'ai un peu tendance à vouloir courir aussi, vu que j'ai l'habitude des chaussures de route, de courir un peu avec des chaussures de route. Et forcément, quand les descentes sont un peu glissantes, je vais glisser un peu plus que les autres. C'est presque aussi là où. Plus sur la proprioception où tu vas essayer de. Un petit peu, vu que j'aime bien mettre un peu des chaussures lisses et que finalement je sais qu'à ce niveau-là sur le plat des fois je vais gagner un peu de temps. En descente par contre un caillou hop ça glisse et je tombe, je mets des chaussures un peu plus rigides et je peux plus me faire la cheville. Enfin voilà quoi. Ludo, est-ce que tu es d'accord toi avec ça? Le trail se gagne en montée mais se perd en descente. Est-ce que tu penses que c'est vraiment stratégique? Et comment toi tu gères justement ces parties-là? Peut-être quels conseils aussi tu pourrais donner à nos auditeurs qui ont besoin de peaufiner encore leur descente? Se perd en descente, je ne sais pas s'il peut se perdre en descente. En fait, c'est là où on a le plus de risques déjà de chute, de blessure. Donc oui, de ce côté-là, ça peut être un risque. Maintenant, je pense que le trail, et que ce soit sur le plat, en montée, en descente, c'est mieux d'être plutôt moyen partout que d'avoir une lacune quelque part ou être très fort dans un des domaines. Donc c'est plutôt être polyvalent, être complet quoi. Enfin maintenant, vu le niveau qu'il y a sur trail, il faut être un peu bon partout. C'est un peu comme sur triathlon, tu sais, où avant tu pouvais te permettre sur triathlon d'être un peu moins bon en natation ou un peu moins bon en vélo. Aujourd'hui, clairement, si t'es pas un expert dans les trois domaines, tu ne brilles pas. Je pense que sur ultra, aujourd'hui, il faut être rapide, il faut être puissant dans les montées, efficace dans les descentes, parce que le niveau, il est énorme. Toi, est-ce que quand même tu gères ça particulièrement? Est-ce que tu as des cycles d'entraînement où tu vas vraiment travailler spécifiquement les descentes? Ou c'est bon, tu as l'expérience et maintenant, c'est plus vraiment un sujet pour toi? Non, les descentes en fait sont travaillées dans les sorties longues en fait la plupart du temps. J'ai pas fait de travail spécifique. Peut-être qu'il faudrait en faire en fait. Je me souviens il y a 2 ans en fait aux premières descentes sur Saint-Gervais, j'avais mal aux jambes et c'est vrai que c'est juste la première descente donc on se dit l'entraînement n'était pas bon. Donc il faudrait peut-être en faire, mais je pense que les sorties longues permettent quand même déjà de travailler ça. Il y a des fois dans les sorties on va attaquer un peu plus en descente justement pour se faire un petit peu mal au quadri et voilà, mais on voit, pardon, excuse-moi, je te coupais, mais c'est pour rebondir sur ce que tu dis. On voit de plus en plus de trailers aussi qui utilisent les bâtons en descente, ce qui se faisait pas forcément avant. Toi, t'en penses? Mathieu Blanchard, par exemple, sur TMB, on l'a vu le dernier, il utilisait beaucoup les bâtons en descente aussi. Je suis pas sûr que tu utilises des bâtons. D'un camp, est-ce que tu vas en utiliser? Parce que ça, c'est aussi un enjeu quand on vient de la route, ça va être compliqué. Alors moi, j'utilise les bâtons en montée et pour les premières descentes, en principe pas. Et après, je les utilise aussi en fin de course. En descente, ça t'aide? Et j'étais, je suis un des rares coureurs à les utiliser en descente. Quand je reparle encore d'Aurélien sur la hard rock, où il me dit jamais en descente, il les utilise. Sur les premières descentes, quand j'étais avec lui, c'était assez raide, je lui avais conseillé de les utiliser. Après, il les a plus jamais repliés. Donc, je pense que ça peut aider, surtout en fin de course, quand on est fatigué, à freiner un petit peu, à stabiliser et aussi à faire sauter des marches, à amortir un peu les chocs, quoi. Tu vas prendre des bâtons, toi? Non, moi je vais courir sans bâton. Il est chaud. Ça, c'est une erreur. Alors, non, je rigole, je plaisante, parce qu'il faut savoir les maîtriser, les bâtons. C'est pas, et je pense qu'effectivement, si t'as pas une maîtrise et que t'es pas confiant, autant. Il a déjà appris à marcher, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est pas mal. Ça n'avait pas marché avant. Tu voulais pas lui apprendre, faire un petit stage là, tu lui montrais comment ça marche? C'était un peu limite pour apprendre avec les bâtons et au final pour me rassurer, il y en a qui m'ont dit que Kylian il avait déjà gagné le TMB sans bâton. Il n'y a que l'année dernière où on l'a vu avec les bâtons. Sinon, tu le voyais jamais avec un bâton. Donc,
Donc effectivement, tu peux tout à fait t'en sortir sans. Même si, bon, il y a quand même les études ont montré, mais après c'est toujours pareil, c'est en fonction des individus que ça avait quand même un impact important. Alors justement, c'est une bonne transition, parce que tu parlais des chaussures tout à l'heure, on parle des bâtons, on va faire un petit focus sur l'équipement. Vous êtes tous les deux accompagnés par Hoka dans justement toute cette partie un peu plus technique. T'avais surpris Duncan toi sur l'Ultra du Saint-Jacques parce que t'avais couru avec une chaussure, je crois, sur route à plaque carbone. C'était la Rocket X2, je crois, c'est ça, ouais. Il va surprendre encore. Ouais. Alors là, c'est la question que tout le monde se pose. Nous, on nous l'a écrit sur Instagram. Est-ce qu'il va, quel modèle tu vas utiliser? Est-ce que tu restes un peu sur le carbone? Alors je vais rester sur le carbone. Après, dans tous les cas, même les chaussures de trail, maintenant les Tecton X2, il y a du carbone. La plupart des chaussures de trail ont aussi du carbone, mais forcément. Faut bien vendre des chaussures. Ouais. Mais effectivement, elles sont structurées un peu différemment, déjà avec la semelle qui est justement avec le Vibram et les sortes de crampons. Mais moi là, je vais faire dans l'idée un peu. S'il fait beau, je fais un mix des deux, ou dans le sens où je vais courir avec. Tu vas les changer, je vais changer, ou je vais partir avec les Rocket X2 parce que la première partie est assez roulante et au final, moi, c'est quand même. Qui font ça. Ouais. C'est là où en plus je suis bien entraîné, j'ai l'habitude de courir avec ces chaussures, donc je me sens bien. Après je vais avoir une sorte un prototype aussi justement en carbone type un peu Rocket X2, donc en fait une sorte de Rocket X2 Trail pendant la deuxième partie de course. Voilà, donc je vais faire un mix en fait entre chaussures de route et chaussures de trail, et chaussures de trail ça va être des chaussures de trail axées route, on va dire. Et toi Ludo, quel regard tu portes un peu sur les équipements, quel modèle tu vas utiliser, et surtout quelle qualité tu recherches dans une bonne chaussure de trail? Alors, vu que c'est de l'ultra, déjà, je recherche du confort. Donc, c'est déjà une première chose. Et maintenant, un petit peu quand même de dynamisme. Sur quoi je vais partir, je ne sais pas encore. On va voir le temps, déjà. Et puis, je vais adapter en fonction du temps qu'on risque de rencontrer. Mais je partirai bien sur un modèle aussi qui est aussi un proto, aussi à plaque carbone. C'est un petit peu, on va dire, un peu similaire à une Rocket X. Mais là, c'est vraiment un modèle qui est développé pour le trail. Tu l'as essayé déjà, j'imagine. Oui, je l'ai essayé. Et les sensations sont comment? Vous avez sûrement entendu parler de ces nouvelles mousses P-Bas en fait, qui sont beaucoup plus réactives. Donc c'est vraiment cette sensation qui est agréable. Tu sens la préservation musculaire? Les marathoniens, souvent, c'est ce qui se dit, c'est qu'on peut enchaîner les kilomètres. Toi, je sais que tu étais un marathonien qui courait beaucoup. Et moi, je l'ai vu avec les marathoniens que je fréquente. Ils ont rajouté 20-30 kilomètres. Pas forcément plus vite, plus rapide. Mais en tout cas, ils ont pu rajouter des kilomètres parce qu'après les séances un peu fractionnées, intenses, ils avaient moins de courbatures. Est-ce que sur trail aussi, on ressent un peu cette préservation musculaire? Bon, moi, je suis Hoka depuis la création de la marque, donc ça a toujours été un petit peu le leitmotiv en fait de l'amorti, un gros cushion, un gros amorti sur la chaussure, donc préservation aussi musculaire dans ce sens. Maintenant, ce que je recherche aussi, c'est avec ces nouvelles mousses, c'est plus le dynamisme, quoi. Donc toi, c'est vraiment déjà l'amorti. Et tu le sens vraiment, t'arrives à. Là, on voit vraiment la différence. J'ai vraiment vu la Western en fait, où je suis parti avec des Speedgoat. Et j'ai changé pour ces modèles de proto sur la deuxième partie de course. Et là, c'était jour à la nuit en fait au niveau dynamisme. Ouais, parce que c'est vrai qu'on nous a dit non, ça n'arrivera pas, ça n'aurait aucun intérêt. La plaque carbone sur trail, et on voit que ça commence à changer. Alors plaque carbone, je ne sais pas si avec c'est encore la plaque carbone. Mousse, là, la mousse, moi, elle est vraiment importante. Plaque carbone, je ne sais pas. Il faudrait essayer en fait un modèle équivalent avec sans plaque, voir une différence, mais. Là, je sais pas, mais c'est vraiment cette mousse. Ces nouvelles mousses qui arrivent, c'est un gros changement, quoi. C'est ce qu'il y a sur la Rocket X2, ce avec quoi Duncan court aussi. Hein. Oui, tu fais bien de me reprendre ce que je dis plaque carbone, mais je les associe en fait à la mousse qui est vraiment le propre de la techno. C'est vraiment ça. Écoutez, merci à tous les deux pour cet échange. Je suis sûr que moi j'ai appris beaucoup, et je suis sûr que nos auditeurs, j'espère que nos auditeurs eux aussi, ça leur a permis d'en savoir un peu plus sur la transition, sur les qualités nécessaires pour bien s'épanouir sur Ultra. Profitez de cette course. Moi je serai sur le bord de la route pour vous encourager. Et puis moi ce que je propose alors à nos auditeurs, puisque à l'heure où on a enregistré ce podcast, c'était en amont de l'UTMB, mais il sera diffusé après. Et donc on se retrouvera, on va faire un petit voyage dans le temps, et on va se retrouver après un petit jingle sur la ligne d'arrivée. Tu vas nous partager dans quelques instants tes impressions, qu'est-ce que comment tu as vécu un peu cette course. Donc je te dis à tout à l'heure, et puis bonne course messieurs, à très vite. Merci, bonne course, et puis bonne expérience sur l'ultra. Salut Duncan, on a fait un petit voyage dans le futur. On s'était laissé avec Ludovic Pomeray il y a quelques jours avant le départ de l'UTMB. Et maintenant, aujourd'hui, on est quelques jours après.
et c'est le moment de prendre de tes nouvelles, de savoir si tout s'est passé comme tu l'avais prévu, tout du moins sur la stratégie de course pour ta première expérience sur l'UTMB. Hello Guillaume, j'ai envie de dire oui et non. Oui dans le sens où quand même moi l'idée c'était plutôt d'aller plutôt plus vite sur le plat et plutôt bien temporiser dans les montées par rapport à mes qualités. Et donc en soi ça je l'ai respecté. Après effectivement j'avais quand même un peu une allure un peu à respecter et c'est vrai qu'au début de course je suis parti plutôt plus vite clairement que les allures qui étaient prévues en amont. C'est vrai, alors j'ai regardé tes temps de passage à Saint-Gervais sur le premier ravito. Alors c'est à peu près à un semi-marathon pour parler dans un langage que tu connais un peu mieux. Et je crois que tu es arrivé quasiment à 14 km/h à 13,9. Tu as même mis 1 minute au précédent record de Jim Wemsley de l'année dernière. Donc toi, ta stratégie, c'était vraiment de capitaliser sur tes qualités de vitesse pour essayer de peut-être prendre un maximum d'avance. C'est comme ça que tu voulais le jouer? Ouais, et bah, tu vois, les infos que tu m'as données, je savais même pas vraiment à quelle allure là finalement, enfin à quelle allure j'étais passé à Saint-Gervais. Alors, disons que oui, donc la première partie est quand même assez roulante. Saint-Gervais, on a déjà eu une bonne montée, une bonne descente. Et d'ailleurs, je me suis fait rattraper dans la montée avant de redescendre sur Saint-Gervais justement. Et après sur les parties, sur les replats, en fait, j'ai rattrapé, j'ai comblé un peu le trou et du coup, effectivement, je me retrouve devant. En fait, ce qui se passe, c'est que je pense qu'avec un peu le stress, l'adrénaline, tout ça, je me suis retrouvé à partir plus vite que prévu parce que j'étais je pense que ça m'a. Avec l'adrénaline, en fait, j'étais plus facile que ce que je pensais être en termes de sensations. Du coup, je n'ai pas complètement bien regardé ma montre. Effectivement, j'ai des kilos. J'ai vu que j'ai des kilos en 3,30, 3,40. J'ai trop de kilos en fait sous les 4 kilos, même sur le plat. Même dans les montées, au final, par rapport à ce qui était prévu, ce qu'on avait vu un peu en amont, j'étais plus rapide aussi que prévu. Ça, c'est plutôt parce que du coup, les autres finalement coureurs, je les voyais un peu du coup me passer dans la montée. J'étais obligé, je me disais, bah, je faisais un peu en fonction d'eux et du coup, forcément, ça m'a perturbé par rapport à ce que j'avais prévu. Et quel souvenir, quelle expérience tu veux garder de cette UTMB? Est-ce que c'était une parenthèse que tu vas refermer pour te concentrer maintenant sur peut-être sur le marathon, ou peut-être tu as encore envie de t'essayer, de continuer cet apprentissage vers l'ultra-distance? Bah, c'est vrai que malgré l'échec, parce que clairement je peux dire que c'est un échec étant donné que je me suis arrêté quand même au 50e kilomètre sur 170 km, donc j'ai même pas fait le tiers de course. Je crois que c'est un truc m'arrêter à moins d'un tiers de course, je pense que c'est un truc, c'est même sûr, c'est un truc je crois qui m'est jamais arrivé dans la vie. Donc je peux clairement voir ça comme un échec, surtout que j'avais quand même vraiment l'ambition de finir avant tout. En plus, je le disais moi-même, avant la performance, quand même, l'importance pour moi, numéro 1, c'était de finir. Donc on aurait pu penser que j'allais être hyper déçu après la course. Clairement, quand je me suis arrêté, j'étais déçu. Mais après, en relativisant, en fait, je me dis que l'expérience était super. C'est ce que je disais par rapport à l'ambiance, que c'est une ambiance que j'ai jamais vécue nulle part ailleurs. Tout le long, en fait, il y avait tellement de spectateurs. Enfin, tout le long, voilà, sur la première partie de course du mois, il y avait tellement de spectateurs et courir comme ça avec tout ce monde et tout, c'était incroyable. Et finalement, même la semaine en fait à Chamonix, c'était une expérience qui était sympa, c'était une atmosphère qui était particulière. Et rien que ça, je m'en souviendrai. Donc voilà, la course en elle-même, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Mais après, c'est sûr que non, je garde une bonne expérience de cette aventure. Après, oui, moi, j'avais quand même comme idée de base de faire la partie estivale sur trail et de revenir sur route après. Donc ça, je reste un peu sur ce plan-là, où là, je vais repartir sur une prépa marathon. Mais par contre, clairement, ça m'a donné envie de revenir. D'une, par rapport à l'ambiance qu'il y a et ouais, le kiff d'être à Chamonix avec tous ces gens qui sont hyper motivés, que ce soit autant les coureurs que finalement les spectateurs. Et puis surtout, en fait, j'ai une revanche à prendre. Bon bah, hâte de te voir courir à nouveau dans les sentiers et même te revoir sur marathon. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve dès vendredi prochain pour une nouvelle capsule UTMB où on va retrouver d'autres athlètes talentueux pendant tout le mois de septembre. Arthur Joyeux-Bouillon, Aurélien Dumont-Palace pour ne citer que. Bref, l'UTMB continue sur Dans la tête d'un coureur. À très vite et merci. Merci Guillaume, à bientôt.